Ce lundi-là, le 10 octobre, un clair soleil de victoire perça les nuées grises qui depuis une semaine assombrissaient Paris. Toute la nuit encore il avait bruiné une poussière d'eau dont l'humidité salissait les rues. Mais au petit jour, sous les haleines vives qui emportaient les nuages, les trottoirs s'étaient essuyés, et le ciel bleu avait une gaieté limpide de printemps. Aussi le bonheur des dames, dès 8 heures, flambait-il au rayon de ce clair soleil, dans la gloire de sa grande mise en vente des nouveautés d'hiver. Des drapeaux flottaient à la porte. Des pièces de lainage battaient l'air frais du matin, animant la place Gaillon d'un vacarme de fête foraine. C'était comme une débauche de couleurs, une joie de la rue qui crevait là, tout un coin de consommation largement ouvert, et où chacun pouvait aller se réjouir les yeux. Mais à cette heure, il entrait peu de monde. Quelques rares clientes affairées, des ménagères du voisinage, des femmes désireuses d'éviter l'écrasement de l'après-midi. Derrière les étoffes qui le pavoisaient, on sentait le magasin vide. La foule pressée du matin donnait à peine un coup d'œil aux vitrines, sans ralentir le pas. Rue Neuve-Saint-Augustin et place Gaillon, où les voitures devaient se ranger, il n'y avait encore à 9 heures que 2 fiacres. Ce qui indignait les passants, c'était rue de la Michaudière, devant le bureau du départ, une des 4 voitures que Mouret venait de lancer dans Paris. Des voitures à fond vert, rechampies de jaune et de rouge, et dont les panneaux fortement vernis prenaient au soleil des éclats d'or et de pourpre. Celle-là, avec son bariolage tout neuf, écartelé du nom de la maison sur chacune de ses faces, et surmontée en outre d'une pancarte où la mise en vente du jour était annoncée, finit par s'éloigner au trot d'un cheval superbe lorsqu'on eut achevé de l'emplir des paquets restés de la veille. Baudu, qui blêmissait sur le seuil du vieil Elbeuf, la regarda rouler, promenant à travers la ville ce nom détesté du bonheur des dames dans un rayonnement d'astres. L'inspecteur Jouve, l'ancien capitaine retraité, était là, en redingote et en cravate blanche, accueillant les dames d'un air gravement poli, se penchant vers elles pour leur indiquer les rayons. Puis elles disparaissaient dans le vestibule, changées en un salon oriental. Mouret avait eu cette idée. Il venait d'acheter dans le Levant, ou à des conditions excellentes, une collection de tapis, et il allait en inonder le marché. Il les cédait presque à prix coûtant. On en tirait simplement un décor splendide, qui devait attirer chez lui la haute clientèle de l'art. Du milieu de la place Gaillon, on apercevait ce salon oriental. La Turquie, l'Arabie, la Perse, les Indes étaient là. On avait vidé les palais, dévalisé les mosquées et les bazars. Le matin, à 8 heures, lorsque Denise, qui allait justement débuter ce lundi-là, avait traversé le salon oriental, elle était restée saisie, ne reconnaissant plus l'entrée du magasin, achevant de se troubler devant ce décor de harem planté à la porte. Un garçon l'ayant conduite sous les combles et remise entre les mains de madame Cabin, chargée du nettoyage et de la surveillance des chambres, celle-ci l'installa au numéro 7, où l'on avait déjà monté sa malle. C'était une étroite cellule mansardée, ouvrant sur le toit par une fenêtre à tabatière, meublée d'un petit lit, d'une armoire de noyer, d'une table de toilette et de 2 chaises. 20 chambres pareilles s'alignaient le long d'un corridor, et sur les 35 demoiselles de la maison, les 20 qui n'avaient pas de famille à Paris couchaient là. Tout de suite, Denise ôta la mince robe de laine usée par la brosse, la seule qu'elle eût apportée de Valogne, et puis elle passa l'uniforme de son rayon, une robe de soie noire, qu'on avait retouchée pour elle et qui l'attendait sur le lit. Cette robe était encore un peu grande, trop large aux épaules, mais elle se hâtait tellement dans son émotion qu'elle ne s'arrêta point à ces détails de coquetterie. Jamais elle n'avait porté de la soie. Quand elle redescendit endimanchée, mal à l'aise, elle regardait luire la jupe. Elle éprouvait une honte au bruissement tapageur de l'étoffe. En bas, comme elle entrait au rayon, une querelle éclatait. Elle entendit Clara dire d'une voix aiguë « Madame, mais je suis arrivée avant elle !»« Ce n'est pas vrai, » répondait Marguerite. « Elle m'a bousculée à la porte, mais j'avais déjà le pied dans le salon. » Il s'agissait de l'inscription au tableau de ligne qui réglait les tours de vente. Les vendeuses s'inscrivaient sur une ardoise dans l'ordre d'arrivée, et chaque fois qu'une d'elles avait eu une cliente, elle remettait son nom à la queue. Madame Aurélie finit par donner raison à Marguerite. « Toujours des injustices !» murmura furieusement Clara.
Mais l'entrée de Denise réconcilia ces demoiselles. Elles la regardèrent puis se sourirent. Pouvait-on se fagoter de la sorte? La jeune fille alla gauchement s'inscrire au tableau de ligne où elle se trouvait la dernière. Cependant, madame Aurélie l'examinait avec une moue inquiète. Elle ne put s'empêcher de dire « Ma chère, 2 comme vous tiendrez dans votre robe, il faudra la faire rétrécir. Et puis vous ne savez pas vous habiller. Venez donc que je vous arrange un peu. » Elle l'emmena devant une des hautes glaces qui alternaient avec des portes pleines des armoires où étaient serrées les confections. « Tirez donc la ceinture par devant, » répétait madame Aurélie. « Là, vous n'avez plus de bosse dans le dos au moins. Et vos cheveux, est-il possible de les massacrer ainsi? Ils seraient superbes si vous vouliez. » C'était en effet la seule beauté de Denise. D'un blond cendré, il lui tombait jusqu'aux chevilles, et quand elle se coiffait, il la gênait au point qu'elle se contentait de les rouler et de les retenir en un tas sous les fortes dents d'un peigne de corne. Clara, très ennuyée par ses cheveux, affectait d'en rire, tellement ils étaient noués de travers, dans leur grâce sauvage. Elle avait appelé d'un signe une vendeuse du rayon de la lingerie, une fille à figure large, l'air agréable. Les 2 rayons qui se touchaient étaient en continuelle hostilité, mais ces demoiselles s'entendaient parfois pour se moquer des gens. « Mademoiselle Cugnot, voyez donc cette crinière » répétait Clara, que Marguerite poussait du coude en feignant aussi d'étouffer de rire. Seulement, la lingère n'était pas en train de plaisanter. Elle regardait Denise depuis un instant. Elle se rappelait ce qu'elle avait souffert elle-même les premiers mois dans son rayon. « Eh ben quoi ?» dit-elle. « Toutes n'en ont pas de ces crinières. » Et elle retourna à la lingerie, laissant les 2 autres gênées. Denise, qui avait entendu, la suivit d'un regard de remerciement, tandis que madame Aurélie lui remettait un cahier de notes de débit à son nom en disant « Allons, demain vous vous arrangerez mieux. Et maintenant, tâchez de prendre les habitudes de la maison. Attendez votre tour de vente. La journée d'aujourd'hui sera dure. On va pouvoir juger ce dont vous êtes capable. » Cependant, le rayon restait désert. Peu de clientes montaient aux confections à cette heure matinale. Alors Denise, intimidée, tailla son crayon afin d'avoir une contenance. Elle s'exhortait au courage, il fallait qu'elle conquît sa place. La veille, on lui avait dit qu'elle entrait au pair, c'est-à-dire sans appointement fixe. Elle aurait uniquement le temps pour cent et la gelte sur les ventes qu'elle ferait. Mais elle espérait bien arriver ainsi à 1200 francs, car elle savait que les bonnes vendeuses allaient jusqu'à 2000 quand elles prenaient de la peine. Son budget était serré, 100 francs par mois lui permettaient de payer la pension de Pépé, d'entretenir Jean qui ne touchait pas un sou. Elle-même pourrait acheter quelques vêtements et du linge. Seulement, pour atteindre ce gros chiffre, elle devait se montrer travailleuse, ne pas se chagriner des mauvaises volontés autour d'elle. Comme elle s'excitait ainsi à la lutte, un grand jeune homme qui passait devant le rayon lui sourit, et lorsqu'elle l'eut reconnu de loche, entrée la veille au rayon des dentelles, elle lui rendit son sourire, heureuse de cette amitié qu'elle retrouvait, voyant dans ce salut un bon présage. À 9h30, une cloche avait sonné le déjeuner de la première table. Puis une nouvelle volée appela la deuxième, et les clientes ne venaient toujours pas. La seconde, madame Frédéric, qui dans sa rigidité maussade de veuve se plaisait aux idées de désastre, jurait en phrases brèves que la journée était perdue, qu'on ne verrait pas 4 chats. On pouvait fermer les armoires et s'en aller. Vers 11h, quelques dames se présentèrent. Le tour de vente de Denise arrivait, et justement une cliente fut signalée. « La grosse de province, vous savez » murmura Marguerite. C'était une femme de 45 ans, qui débarquait de loin en loin à Paris du fond d'un département perdu. Là-bas, pendant des mois, elle mettait des sous de côté, puis, à peine descendue de wagon, elle tombait au bonheur des dames. Elle dépensait tout. Tout le magasin la connaissait. Savait qu'elle se nommait madame Boutarel et qu'elle habitait Albi, sans s'inquiéter du reste, ni de sa situation, ni de son existence. « Vous allez bien, madame » demandait gracieusement madame Aurélie qui s'était avancée. « Et que désirez-vous ? On est à vous tout de suite. » Puis, se tournant, « Mesdemoiselles !» Denise s'approchait, mais Clara s'était précipitée. D'habitude, elle se montrait paresseuse à la vente, se moquant de l'argent, en gagnant davantage au dehors et sans fatigue. Seulement, l'idée de souffler une bonne cliente à la nouvelle venue l'éperonnait. « Pardon, c'est mon tour ?» dit Denise révoltée. Madame Aurélie l'écarta d'un regard sévère, en murmurant « Il n'y a pas de tour. Je suis la seule maîtresse ici. Attendez de savoir pour servir les clientes connues. » La jeune fille recula.
et, comme des larmes lui montaient aux yeux, elle voulut cacher cet excès de sensibilité. Elle tourna le dos, debout devant les glaces sans teint, feignant de regarder dans la rue. Allait-on l'empêcher de vendre? Toutes s'entendraient-elles pour lui enlever ainsi les ventes sérieuses? La peur de l'avenir la prenait. Elle se sentait écrasée entre tant d'intérêts lâchés, cédant à l'amertume de son abandon, le front contre la glace froide. Elle regardait en face le vieil Elbeuf. Elle songeait qu'elle aurait dû supplier son oncle de la garder. Peut-être lui-même désirait-il revenir sur sa décision, car il lui avait semblé bien ému la veille. Maintenant elle était toute seule, dans cette maison vaste, où personne ne l'aimait, où elle se trouvait blessée et perdue. Pépé et Jean vivaient chez des étrangers. Eux qui n'avaient jamais quitté ses jupes, c'était un arrachement, et les 2 grosses larmes qu'elle retenait faisaient danser la rue dans un brouillard. Derrière elle, pendant ce temps, bourdonnaient des voix. « Celle-ci m'engonce », disait Madame Boutarel. « Madame a tort », répétait Clara. « Les épaules vont à la perfection. À moins que Madame ne préfère une pelisse à un manteau. » Mais Denise tressaillit. Une main s'était posée sur son bras. Madame Aurélie l'interpellait avec sévérité. « Eh bien, vous ne faites rien maintenant, vous regardez passer le monde. Oh, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Mais puisqu'on m'empêche de vendre, madame. Mais il y a d'autres ouvrages pour vous, mademoiselle. Commencez par le commencement. Rangez les étoffes dépliées. » Afin de contenter les quelques clientes qui étaient venues, on avait dû bouleverser déjà les armoires, et sur les 2 longues tables de chêne à gauche et à droite du salon traînait un fouillis de vêtements de toutes tailles et de toutes les étoffes. Sans répondre, Denise se mit à les trier, à les plier avec soin, à les classer de nouveau dans les armoires. C'était la besogne inférieure des débutantes. Elle ne protestait plus, sachant qu'on exigeait une obéissance passive, attendant que la première voulût bien la laisser vendre. Et elle pliait toujours lorsque Mouret parut. Ce fut pour elle une secousse. Elle rougit, elle se sentit reprise de son étrange peur, en croyant qu'il allait lui parler. Mais il ne la voyait seulement pas. Il ne se rappelait plus cette petite fille que l'impression charmante d'une minute lui avait fait appuyer. « Madame Aurélie » appela-t-il d'une voix brève. Il était légèrement pâle, les yeux clairs et résolus pourtant. En faisant le tour des rayons, il venait de les trouver vides, et la possibilité d'une défaite s'était brusquement dressée dans sa foi entêtée à la fortune. Sans doute 11 heures sonnaient à peine. Il savait par expérience que la foule n'arrivait guère que l'après-midi. Seulement, certains symptômes l'inquiétaient. Aux autres mises en vente, un mouvement se produisait dès le matin, et puis il ne voyait même pas de femmes en cheveux, les clientes du quartier qui descendaient chez lui en voiture. Comme tous les grands capitaines au moment de livrer sa bataille, une faiblesse superstitieuse l'avait pris, malgré son habituelle carrure d'homme d'action. Ça ne marcherait pas, il était perdu, et il n'aurait pu dire pourquoi. Il croyait lire sa défaite sur les visages même des dames qui passaient. Et justement, Madame Boutarel, elle qui achetait toujours, s'en allait en disant « Non, vous n'avez rien qui me plaise. Je verrai, je me déciderai. » Mouret la regarda partir. Et comme Madame Aurélie accourait à son appel, il l'emmena à l'écart. Tous 2 échangèrent quelques mots rapides. Elle eut un geste désolé. Elle répondait visiblement que la vente ne s'allumait pas. Un instant, ils restèrent face à face, gagnés par un de ces doutes que les généraux cachent à leurs soldats. Il continua son inspection, désespéré. Depuis le matin, il évitait Bourdoncle, dont les réflexions inquiètes l'irritaient. En sortant de la lingerie où la vente marchait plus mal encore, il tomba sur lui. Il dut subir l'expression de ses craintes. Alors il l'envoya carrément au diable avec une brutalité qu'il ne ménageait même pas à ses hauts employés dans les heures mauvaises. « Fichez-moi donc la paix, tout va bien. Je finirai par flanquer les trembleurs à la porte. » Mouret se planta, seul, debout, au bord de la rampe du hall. De là, il dominait le magasin, ayant autour de lui les rayons de l'entresol, plongeant sur les rayons du rez-de-chaussée. En haut, le vide lui parut navrant. Aux dentelles, une vieille dame faisait fouiller tous les cartons sans rien acheter. En bas, sous les galeries couvertes, dans les coups de lumière qui venaient de la rue, il remarqua que les clientes commençaient à être plus nombreuses. C'était un lent défilé, une promenade devant les comptoirs, espacée, pleine de trous. Seulement, il n'y avait presque personne au lainage. Les garçons de magasin, avec leur habit vert dont les larges boutons du cuivre luisaient, attendaient le monde, les mains ballantes.
Par moments passait un inspecteur, l'air cérémonieux, raidi, dans sa cravate blanche. Et le cœur de Mouret était surtout serré par la paix morte du hall. Le jour y tombait de haut, d'un vitrage au verre dépoli qui tamisait la clarté en une poussière blanche, diffuse, et comme suspendue sous laquelle le rayon des soirées semblait dormir, au milieu d'un silence frissonnant de chapelle. Le pas d'un commis, des paroles chuchotées, un frôlement de jupe qui traversait, y mettait seul des bruits légers. Pourtant des voitures arrivaient. On entendait l'arrêt brusque des chevaux. Puis des portières se refermaient violemment. Au dehors montait un lointain brouhaha des curieux qui se bousculaient en face des vitrines, des fiacres qui stationnaient sur la place Gaillon, toute l'approche d'une foule. Mais en voyant les caissiers inactifs, en constatant que les tables au paquet restaient nues, avec leurs boîtes à ficelles et leurs mains de papier bleu, Mouret, indigné d'avoir peur, croyait sentir sa grande machine s'immobiliser et se refroidir sous lui. « Dis donc, Favier, murmura Hutin, regardez le patron là-haut. Il n'a pas l'air à la noce. »« En voilà une sale baraque, répondit Flavier, quand on pense que je n'ai pas encore vendu. » Tous deux, guettant les clientes, se soufflaient ainsi de courtes phrases, sans se regarder. « Il me faut 100 francs pour dimanche, reprit Hutin. Si je ne me fais pas mes 12 francs par jour en moyenne, je suis flambé. J'avais compté sur leur mise en vente. »« Bigre, 100 francs, c'est raide, dit Favier. Moi, je n'en demande que 50 ou 60. » Vous vous payez donc des femmes chics ? Mais non, mon cher, imaginez-vous, une bêtise. J'ai parié, j'ai perdu. Alors je dois régaler 5 personnes, 2 hommes et 3 femmes. Sacré matin. La première qui passe, je la tombe de 20 mètres du Paris-Bonheur. Un moment encore, ils causèrent. Ils se dirent ce qu'ils avaient fait la veille et ce qu'ils comptaient faire dans les 8 jours. Favier pariait aux courses, Hutin canotait et entretenait des chanteuses de café-concert. Mais un même besoin d'argent les fouettait. Ils ne songeaient qu'à l'argent. Ils se battaient pour l'argent du lundi au samedi, puis ils mangeaient tout le dimanche. Au magasin, c'était là leur préoccupation tyrannique. Et ce malin de Boutemont, qui venait de prendre pour lui l'envoyé de Madame Sauveur, cette femme maigre avec laquelle il causait, une belle affaire, 2 ou 3 douzaines de pièces, car la grande couturière avait les bouchées grosses. À l'instant, Robineau s'était bien avisé, lui aussi, de souffler une cliente à Favier. « Oh, celui-là, il faut lui régler son compte, » reprit Hutin, qui profitait des plus minces faits pour ameuter le comptoir contre l'homme dont il voulait la place. « Parole d'honneur, mon cher, si jamais je deviens second, vous verrez comme j'agirai gentiment avec vous autres. » Et toute sa petite personne normande, aimable et grasse, jouait la bonhomie énergiquement. Favier ne put s'empêcher de lui jeter un regard oblique, mais il garda son flegme d'homme bilieux, et il se contenta de répondre « Oui, je sais, moi je ne demande pas mieux. » Et puis, voyant une dame s'approcher, il ajouta plus bas « Attention, voilà pour nous !» C'était une dame couperosée avec un chapeau jaune et une robe rouge. Tout de suite, Hutin devina la femme qui n'achèterait pas. Il se baissa vivement derrière le comptoir en feignant de rattacher les cordons d'un de ses souliers. Et caché, il murmurait « Ah non, par exemple, qu'un autre se la paye. Merci, pour perdre mon tour. » Cependant, Robineau l'appelait. « À qui la ligne, messieurs ? À monsieur Hutin ? Où est monsieur Hutin ?» Et comme celui-ci ne répondait décidément pas, ce fut le vendeur inscrit à la suite qui reçut la dame couperosée. En effet, elle voulait seulement des échantillons, avec les prix, et elle retint le vendeur plus de 10 minutes. Elle l'accabla de questions. Seulement le second avait vu Hutin se relever derrière le comptoir. Aussi, lorsqu'une nouvelle cliente se présenta, intervint-il d'un air sévère, en arrêtant le jeune homme qui se précipitait. « Votre tour est passé. Je vous ai appelé, et comme vous étiez là derrière... »« Mais monsieur, je n'ai pas entendu. »« Assez. Inscrivez-vous à la queue. Allons, monsieur Favier, c'est à vous. » D'un regard, Favier, très amusé au fond de l'aventure, s'excusa auprès de son ami. Hutin, les lèvres pâles, avait détourné la tête. Ce qui l'enrageait, c'était qu'il connaissait bien la cliente. Une adorable blonde qui venait souvent au rayon. Elle achetait beaucoup, elle faisait porter dans sa voiture, puis disparaissait. Grande, élégante, mise avec un charme exquis, elle paraissait fort riche. « Eh bien, votre cocotte ?» demanda Hutin à Favier lorsque celui-ci revint de la caisse où il avait accompagné la dame. « Ça doit être la femme d'un boursier ou d'un médecin, enfin je sais pas, quelque chose dans ce genre. » Favier regardait son carnet de notes, de débit. « N'importe, reprit-il, je lui en ai collé pour 293 francs.
Ça me fait près de 300 francs. » Hutin pinça les lèvres, et il soulagea sa rancune sur ses cahiers de notes de débit. Encore une drôle d'invention qui leur encombrait les poches. Il y avait entre eux une lutte sourde. Une belle journée, vraiment. Si ça continuait, il ne gagnerait pas de quoi payer l'eau de Cels à ses invités. Mouret n'était plus à l'entresol. Brusquement, il reparut en haut du grand escalier qui descendait au rez-de-chaussée. Et de là, il domina encore la maison entière. Son visage se colorait. La foi renaissait et le grandissait devant un flot de monde qui, peu à peu, emplissait le magasin. C'était enfin la poussée attendue, l'écrasement de l'après-midi, dont il avait un instant désespéré dans sa fièvre. Tous les commis se trouvaient à leur poste. Un dernier coup de cloche venait sonner la fin de la 3e table. La désastreuse matinée, due sans doute à une averse tombée vers 9 heures, pouvait encore être réparée, car le ciel bleu du matin avait repris sa gaieté de victoire. Maintenant, les rayons de l'entresol s'animaient. Il dut se ranger pour laisser passer les dames qui, par petits groupes, montaient à la lingerie et aux confections, tandis que derrière lui, aux dentelles et aux châles, il entendit voler de gros chiffres. Le défilé des acheteuses se serrait, presque toutes en chapeau à présent, avec quelques bonnets de ménagères attardés. Dans le hall des soieries, sous la blonde lumière, des dames s'étaient dégantées pour palper doucement des pièces du Paris-Bonheur, en causant à mi-voix. Et il ne se trompait plus au bruit qui lui arrivait du dehors. Roulement de fiacre, claquement de portières, brouhaha agrandissant de foule. Il sentait à ses pieds la machine se mettre en branle, s'échauffer et revivre, depuis les caisses où l'or sonnait, depuis les tables où les garçons de magasin se hâtaient d'empaqueter les marchandises, jusqu'aux profondeurs du sous-sol, au service du départ, qui s'emplissait de paquets descendus, et dont le grondement souterrain faisait vibrer la maison. Au milieu de la cohue, l'inspecteur Jouve se promenait gravement, guettant les voleuses. « Tiens, c'est toi » dit Mouret tout à coup, reconnaissant Paul de Valagnosc, que lui amenait un garçon. « Non, non, tu ne me déranges pas. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à me suivre si tu veux tout voir, car aujourd'hui je reste sur la brèche. » Il gardait des inquiétudes. Sans doute le monde venait, mais la vente serait-elle le triomphe espéré ? Pourtant, il riait avec Paul. Il l'emmena gaiement. « Ça paraît vouloir s'allumer un peu, » dit Hutin à Favier. « Seulement, je n'ai pas de chance. Il y a des jours de guignon, ma parole. » Hutin fouillait le magasin du regard et dit brusquement « Connaissez-vous Madame Desforges, la bonne amie du patron ? Tenez cette brune à la ganterie, celle à qui Mignot essaye des gants. » Il se tut, puis il reprit tout bas, comme parlant à Mignot qu'il ne quittait pas des yeux. « Va, va, mon bonhomme, frotte-lui bien les doigts pour ce que ça t'avance. On les connaît, tes conquêtes. » Il y avait entre lui et le gantier une rivalité de jolis hommes qui, tous deux, affectaient de coqueter avec les clientes. D'ailleurs, ils n'auraient pu, ni l'un ni l'autre, se vanter d'aucune bonne fortune réelle. Mignot vivait sur la légende d'une femme de commissaire de police tombée amoureuse de lui, tandis que Hutin avait véritablement conquis à son rayon une passementière, lasse de traîner dans des hôtels louches du quartier. Mais il mentait, il laissait volontiers croire à des aventures mystérieuses, à des rendez-vous donnés par des comtesses entre deux achats. À la ganterie, toute une rangée de dames était assise devant l'étroit comptoir tendu de velours vert. Et les commis, souriants, amoncelaient devant elles les boîtes plates d'un rose vif qu'ils sortaient du comptoir même. Mignot déjà avait vendu à Madame Desforges 12 paires de gants de chevreau, des gants bonheur, la spécialité de la maison. Elle avait ensuite demandé 3 paires de gants de Suède, et maintenant elle essayait des gants de Saxe, par crainte que la pointure ne fût pas exacte. « Oh, à la perfection, madame !» répétait Mignot. « Le 6/3 serait trop grand pour une main comme la vôtre. » À demi couché sur le comptoir, il lui tenait la main, prenait les doigts un à un, faisant glisser le gant d'une caresse longue, reprise et appuyée. Et il la regardait comme s'il eût attendu sur son visage la défaillance d'une joie voluptueuse. Mais elle, le coude au bord du velours, le poignet levé, lui livrait ses doigts de l'air tranquille. Il n'était pas un homme, elle l'employait aux usages intimes avec son dédain familier des gens à son service, sans le regarder même. « Je ne vous fais pas de mal, madame. » Elle répondit non d'un signe de tête. L'odeur des gants de Saxe, cette odeur de fauve, comme sucrée du musc, la troublait d'habitude, et elle en riait parfois. Elle confessait son goût pour ce parfum équivoque où il y a de la bête en folie, tombée dans la boîte à poudre de riz d'une fille. Mais devant ce comptoir banal, elle ne sentait pas les gants,
Il ne mettait aucune chaleur sensuelle entre elle et ce vendeur quelconque faisant son métier. « Et avec ça, madame ? Rien, merci. Veuillez porter ça à la caisse 10 pour madame Desforges. » En habituée de la maison, elle donnait son nom à une caisse et elle y envoyait chacune de ses emplettes, sans se faire suivre par un commis. Quand elle se fut éloignée, Mignot cligna des yeux en se tournant vers son voisin, auquel il aurait bien voulu laisser croire que des choses extraordinaires venaient de se passer. Madame Desforges continuait ses achats. Elle revint à gauche, s'arrêta tout blanc pour prendre des torchons, puis elle fit le tour, poussa jusqu'au lainage au fond de la galerie. Comme elle était contente de sa cuisinière, elle désirait lui donner une robe. Le rayon des lainages débordait d'une foule compacte. Dans les cases s'étageaient de grosses pièces que les vendeurs descendaient une à une d'un brusque effort des bras. Aussi commençait-il à ne plus se reconnaître sur les comptoirs envahis où les tissus se mêlaient, s'écroulaient. C'était une mer montante de teintes neutres, de tons sourds de laine, les gris fer, les gris jaunes, les gris bleus, où s'étalaient çà et là des bariolures écossaises, un fond rouge sang de flanelle, et les étiquettes blanches des pièces étaient comme une volée de rares flocons blancs mouchetant un sol noir de décembre. Derrière une pile de popelines, Liénard plaisantait avec une grande fille en cheveux, une ouvrière du quartier, envoyée par sa patronne pour rassortir du mérinos. Il abominait ces jours de grosse vente qui lui cassaient les bras, et il tâchait d'esquiver la besogne largement entretenue par son père, se moquant de ventre, en faisant tout juste assez pour ne pas être mis à la porte. « Écoutez donc, mademoiselle Fanny, disait-il, vous êtes toujours pressée. Est-ce que la vigogne croisée allait bien l'autre jour ? Vous savez que j'irai toucher ma galte chez vous. » Mais l'ouvrière s'échappait en riant, et Liénard se trouva devant madame Desforges, à laquelle il ne put s'empêcher de demander « Que désire madame ?» Elle voulait une robe pas chère, solide pourtant. Liénard, dans le but d'épargner ses bras, ce qui était son unique souci, manœuvra pour lui faire prendre une des étoffes déjà dépliées sur le comptoir. Il y avait là des cachemires, des serges, des vigognes, et il jurait qu'il n'existait rien de meilleur, qu'on n'en voyait pas la fin. Mais aucun ne semblait la satisfaire. Elle avait avisé dans une case un escaut bleuâtre. Alors, il finit par se décider. Il descendit l'escaut, qu'elle jugea trop rude. Ensuite, ce furent une cheviote, des diagonales, des grisailles, toutes les variétés de la laine qu'elle eut la curiosité de toucher pour le plaisir, décidée, au fond, à prendre n'importe quoi. Le jeune homme dut ainsi déménager les cases les plus hautes. Ses épaules craquaient, le comptoir avait disparu sous le grain soyeux des cachemires et des popelines, sous le poil rêche des cheviotes, sous le duvet pelucheux des vigognes. Tous les tissus et toutes les teintes y passaient. Même sans avoir la moindre envie d'en acheter, elle se fit montrer de la grenadine et de la gaze de Chambéry. Et puis, quand elle en eut assez, « Oh, mon Dieu, la première est encore la meilleure. C'est pour ma cuisinière. Oui, la serge à petits pointillés, celle à 2 francs. » Et lorsque Liénard eut maîtré, pâle d'une colère contenue, « Veuillez porter ça à la caisse 10 pour madame Desforges. » Comme elle s'éloignait, elle reconnut près d'elle madame Marty, accompagnée de sa fille Valentine, une grande demoiselle de 14 ans, maigre et hardie, qui jetait déjà sur les marchandises des regards coupables de femme. « Tiens, c'est vous, chère madame !»« Quelle foule ! Oh, ne m'en parlez pas, on étouffe. Un succès. Avez-vous vu le salon oriental ? Superbe, inouï. » Et au milieu des coups de coude, bousculée par le flot croissant des petites bourses qui se jetaient sur les lainages à bon marché, elles se pâmèrent au sujet de l'exposition des tapis. « Regarde donc, maman, murmura Valentine, c'est trop commun. »« Venez à la soie, dit madame Desforges, il faut voir leur fameux Paris-Bonheur. » Un instant, madame Marty hésita. Ce serait bien cher, hein. Elle avait si formellement juré à son mari d'être raisonnable. Elle finit par dire au commis qui lui montrait le matelassé « Eh bien non, je vais à la soie, tout cela ne fait pas mon affaire. » Le commis prit les articles et marcha devant ces dames. À la soie, la foule était aussi venue. On s'écrasait surtout devant l'étalage intérieur dressé par Hutin et où Mouret avait donné les touches du maître. C'était au fond du hall, autour d'une des colonnettes de fonte qui soutenaient le vitrage, comme un ruissellement d'étoffe. Une nappe bouillonnée tombant de haut et s'élargissant jusqu'au parquet. Des satins clairs et des soies tendres jaillissaient d'abord. Des soies perlées et lamées au milieu d'un lit profond de velours.
tous les velours noirs, blancs, de couleur, creusant avec leurs taches mouvantes un lac immobile où semblaient danser les reflets de ciel et de paysage. « Te voilà donc, dit madame Desforges en trouvant madame Bourdelais installée devant un comptoir. « Tiens, bonjour, répondit celle-ci qui serra les mains à ces dames. « Oui, je suis entrée donner un coup d'œil. Hein, c'est prodigieux cet étalage, on en rêve. Et le salon oriental, as-tu vu le salon oriental ? Oui, oui, extraordinaire. » Mais sous cet enthousiasme qui allait être décidément la note élégante du jour, madame Bourdelais gardait son sang-froid de ménagère pratique. Elle examinait avec soin une pièce de pareil bonheur, car elle était uniquement venue pour profiter du bon marché exceptionnel de cette soie, si elle la jugeait réellement avantageuse. Sans doute, elle en fut contente. Elle en demanda 25 mètres, comptant bien couper là, dedans, une robe pour elle et un paletot pour sa petite fille. « Comment, tu pars déjà ?» reprit madame Desforges. « Fais donc un tour avec nous. »« Non, non, merci, on m'attend chez moi. » Et elle s'en alla, précédée du vendeur qui portait les 25 mètres de soie et qui la conduisit à la caisse 10, où le jeune Albert perdait la tête au milieu des demandes de factures dont il était assiégé. « 140 francs, dit Albert. Madame Bourdelais paya, donna son adresse car elle était à pied, elle ne voulait pas s'embarrasser les mains. Déjà derrière la caisse, Joseph tenait la soie, l'empaquetait, et le paquet, jeté dans un panier roulant, fut descendu au service du départ, où toutes les marchandises du magasin semblaient maintenant vouloir s'engouffrer avec un bruit d'écluse. Cependant, l'encombrement devenait tel à la soie que madame Desforges et madame Marty ne purent d'abord trouver un commis libre. Elles restèrent debout, mêlées à la foule des dames qui regardaient les étoffes, stationnées là des heures sans se décider. Mais un grand succès s'indiquait surtout pour le Paris-Bonheur, autour duquel grandissait une de ces poussées d'engouement dont la brusque fièvre décide d'une mode en un jour. On entendait le bruit des ciseaux mordant le tissu, et cela sans arrêt au fur et à mesure du déballage, comme s'il n'y eût pas assez de bras pour suffire aux mains gloutonnes et tendues des clientes. « C'est qu'elle n'est vraiment pas vilaine pour 5 francs 60, dit madame Desforges, qui avait réussi à s'emparer d'une pièce sur le bord d'une table. Boutemont venait de reconnaître madame Desforges, et, désireux de faire sa cour à une belle personne qu'on prétendait toute puissante sur le patron, il s'avançait avec son amabilité un peu grosse. « Comment ? On ne la servait pas, mais c'était impardonnable. » Elle devait se montrer indulgente, car on ne savait vraiment plus où donner de la tête. Il riait de son rire bon enfant, où il y avait un amour brutal de la femme qui ne semblait pas déplaire à Henriette. « Dites donc, murmura Favier en allant prendre un carton de velours dans une case, derrière Hutin, voilà Boutemont qui vous fait votre particulière. » Hutin avait oublié madame Desforges, mis hors de lui par une vieille dame qui, après l'avoir gardée un quart d'heure, venait d'acheter 1 mètre de satin noir. Dans les moments de presse, on ne tenait pas compte du tableau de ligne. Les vendeurs servaient au hasard des clientes, et il répondait à madame Boutarel, en train d'achever son après-midi au bonheur des dames, où elle était déjà restée 3 heures le matin, lorsque l'avertissement de Favier lui causa un sursaut. Est-ce qu'il allait manquer la bonne amie du patron, dont il avait juré de tirer 100 sous ? Ce serait le comble de la malchance, car il ne s'était pas encore fait 3 francs. Boutemont, justement, répétait très haut « Voyons, messieurs, quelqu'un par ici !» Alors Hutin passa madame Boutarel à Robineau, inoccupée. « Tenez, madame, adressez-vous au second, il vous répondra mieux que moi. » Et il se précipita. « Madame, quel genre de soie ?» demanda-t-il de son air le plus galant. Madame Desforges ouvrit à peine la bouche qu'il reprenait. « Je sais, j'ai votre affaire. » Et quand la pièce de Paris-Bonheur fut dépliée, sur un coin étroit du comptoir, entre des amoncellements d'autres soies, madame Marty et sa fille s'approchèrent. Hutin, un peu inquiet, comprit qu'il s'agissait d'abord d'une fourniture pour celle-ci. Des paroles à demi-voix s'échangeaient. Madame Desforges conseillait son amie. « Oh, sans doute, murmurait-elle, une soie de 5 francs 60 n'en vaudra jamais une de 15, ni même une de 10. »« Elle est bien chiffon, répétait madame Marty. J'ai peur que pour un manteau, elle n'ait point assez de corps. » Cette remarque fit intervenir le vendeur. Il avait une politesse exagérée d'homme qui ne peut se tromper. « Mais madame, la souplesse et la qualité de cette soie, elle ne se chiffonne pas, c'est absolument ce qu'il vous faut. » Impressionnées par une telle assurance, ces dames se taisaient. Elles avaient repris l'étoffe, l'examinaient de nouveau, lorsqu'elles se sentirent touchées à l'épaule.
C'était madame Guibal, qui depuis 1 heure marchait dans le magasin d'un pas de promenade, donnant à ses yeux la joie des richesses entassées, sans acheter seulement 1 mètre de calicot. Et il y eut encore là une explosion de bavardage. « Comment, c'est vous ?»« Oui, c'est moi, un peu bousculé seulement. N'est-ce pas ? Il y a du monde, on ne circule plus. » « Et le salon oriental ? Oh, ravissant ! Mon Dieu, quel succès ! Restez donc, nous irons là-haut ensemble. »« Non, merci, j'en viens. » Hutin attendait, cachant son impatience, sous le sourire qui ne quittait pas ses lèvres. Est-ce qu'elles allaient le tenir longtemps, là ? Les femmes, vraiment, se gênaient peu. C'était comme si elles lui avaient volé de l'argent dans sa bourse. Enfin, madame Guibal s'éloigna, continua sa lente promenade en tournant d'un air ravi autour du grand étalage de soie. « Moi, à votre place, j'achèterai le manteau tout fait, dit madame Desforges, en revenant au Paris-Bonheur. Ça vous coûtera moins cher. »« Il est vrai qu'avec les garnitures et la façon, murmura madame Marty, et puis on a le choix. » Toutes trois s'étaient levées. Madame Desforges reprit debout devant Hutin. « Veuillez nous conduire aux confections. » Il resta saisi, n'étant pas habitué à de pareilles défaites. Comment ? La dame brune n'achetait rien. Son flair l'avait donc trompé. Il abandonna madame Marty. Il insista auprès d'Henriette, essaya sur elle sa puissance de bon vendeur. « Et vous, madame, ne désirez-vous pas voir nos satins, nos velours ? Nous avons des occasions extraordinaires. »« Merci, une autre fois, répondit-elle tranquillement, en ne le regardant pas plus qu'elle n'avait regardé Mignot. Hutin dut reprendre les articles de madame Marty et marcher devant ces dames pour les mener aux confections. Mais il eut encore la douleur de voir que Robineau était en train de vendre à madame Boutarel un fort métrage de soie. Décidément, il n'avait plus de nez. Il ne ferait pas 4 sous. Une rage d'homme dépouillé, mangé par les autres, s'aigrissait sous la correction aimable de ses manières. « Au premier, mesdames, dit-il sans cesser de sourire. Ce n'était plus chose facile que de gagner l'escalier. Une houle compacte de têtes roulait sous les galeries, s'élargissant en fleuve débordé au milieu du hall. L'heure était venue du branle formidable de l'après-midi, quand la machine surchauffée menait la danse des clientes et leur tirait l'argent de la chair. À la soie surtout, une folie soufflait, le Paris-Bonheur ameutait une foule telle que pendant plusieurs minutes, Hutin ne put faire un pas. Et Henriette, suffoquée, ayant levé les yeux, aperçut en haut de l'escalier Mouret, qui revenait toujours à cette place d'où il voyait la victoire. Elle sourit, espérant qu'il descendrait la dégager, mais il ne la distinguait même pas dans la cohue. Il était encore avec Valagnosc, occupé à lui montrer la maison, la face rayonnante de triomphe. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.